Mercredi 1er janvier 2025, bonjour, bonne et heureuse année à chacun et à tous et bienvenue au premier 13 heures de l'année. Voici le sommaire. Bonne santé, harmonie et joie, c'est en résumé le vœu du président Patrice Talon au Béninois. Le chef de l'État s'est adressé à ses concitoyens quelques heures plus tôt avant qu'on entre dans l'année 2025. L'édition 2024 de Miss Littérature a connu son épilogue. 10 finalistes ont compéti. Le concours promeut la beauté intelligente de la jeune fille. Retour sur les grands moments de la finale dans ce journal. Qu'est-ce qui justifie la consultation du TOFA à l'occasion des Vodou Days alors qu'elles se font déjà à travers les communes? Suivez les explications du ministre de la Culture dans ce 13 heures. Et nous voici de plein pied dans la nouvelle année depuis quelques heures. La bonne santé, l'harmonie et la joie, voilà à peu de mots près les vœux du président de la République à ses concitoyens. Quelques heures plus tôt, il a anticipé alors même qu'il était à la caserne de Dessa, au milieu des braves sentinelles du Bénin. Mais au-delà des formules conviviales, une formule va marquer les esprits. La trêve dans les chamailleries politiques. Souhait du chef de l'État à l'orée de 2025. On écoute Patrice Talon. Je présente à tous mes concitoyens, béninoises et béninois, de l'intérieur, de l'extérieur, ainsi qu'aux étrangers vivant sur notre territoire, mes meilleurs vœux de bonne santé, de réussite, de prospérité et de bonne entente entre les uns et les autres pour une coexistence pacifique, voire harmonieuse. À mon pays entier, je souhaite de tout mon cœur la paix, la concorde, une trêve de la chamaillerie politique intéressée et inutile pour le Bénin, le maintien de notre dynamique de développement et surtout la prospérité et le renforcement de notre unité nationale pour un Bénin meilleur. Bonne fête et bonne année. Et on jette rapidement un regard dans le rétroviseur pour faire le bilan des activités à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, comme d'habitude, a été un grand pôle d'activités et d'information en 2024. Viti Sahoré nous propose ici un bref bilan de ces activités sur des images d'archives prises par la direction des services de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale. L'année 2024 à l'Assemblée nationale, c'est d'abord l'ouverture de la première session extraordinaire de l'institution le 21 février 2024. Cette session s'est tenue en 5 séances plénières au cours desquelles 4 lois ont été examinées et adoptées. Il s'agit entre autres de la loi 2024-10 relative au taux d'intérêt légal en République du Bénin et de la loi 2024-13 modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Le fait majeur de cette session extraordinaire est le rejet de la prise en considération de la proposition de loi portant révision de la Constitution déposée par le député Hassan Seibou. Cette première session extraordinaire terminée, les députés de la 9e législature sont retournés à l'hémicycle le lundi 15 avril 2024, date de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année. Cette session ordinaire reste surtout marquée par l'adoption du projet de loi sur le Conseil économique et social et l'adoption du projet de loi relatif à l'alimentation scolaire en République du Bénin. Autre axe de la première session ordinaire, 24 questions ont été adressées au gouvernement. Elles concernent, entre autres, la situation des dialysés et les réformes dans les médias. Quel est le nombre total de dialysés existants à la date du 1er novembre 2023 dans nos formations sanitaires? Combien parmi eux arrivent à suivre des séances de dialyse? À ce jour, combien des agents de l'État bénéficient de la prise en charge de l'État? À la date du 1er novembre 2023, le nombre total de personnes qui bénéficient de la prise en charge de l'État pour leur dialyse est de 288. Il s'agit des agents de l'État en fonction, leurs enfants de moins de 21 ans et leurs conjoints, les retraités de la fonction publique,
leurs enfants de moins de 21 ans et leurs conjoints, pour un total de 85, ainsi que des indigents déjà enrôlés avant 2019, pour un total de 203. Depuis plusieurs années, le recrutement dans les médias du service public ORTB et La Nation n'est plus effectif. Pourquoi et comment se font les recrutements aujourd'hui dans ces organes de presse? Il convient de rappeler qu'avec l'avènement de la Société de radio et de télévision du Bénin, la SRTB, par fusion-absorption entre l'ORTB et le CMA-JB, les procédures de recrutement seront mieux définies pour répondre à la nouvelle vision. À cette deuxième session extraordinaire ouverte le 30 juillet 2024, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Environ 2 mois après, les députés votent le budget gestion 2025 du Parlement le jeudi 12 septembre 2024. Le dit budget s'élève à 29 milliards de francs CFA. Le vote du budget de l'Assemblée nationale annonce les couleurs de l'ouverture de la deuxième session ordinaire, encore appelée session budgétaire. Les ministres du gouvernement ont présenté le budget de leur département ministériel devant la commission budgétaire du Parlement, un exercice qui précède la plénière consacrée à l'examen et au vote du budget de l'État exercice 2025 d'un montant de 3 551 milliards de francs CFA. Qui sont ceux qui sont pour? Merci. Procuration pour. Merci. Ceux qui sont contre. 28 contre. Les 28 députés de l'opposition parlementaire ont voté contre le budget gestion 2025 en hausse de 11% par rapport à celui de 2024. 2024 à l'hémicycle reste marqué également par les visites du président de l'Assemblée nationale sur le chantier du nouveau siège de l'institution, une construction en cours à quelques mètres du palais des gouverneurs. L'intelligence artificielle fait désormais partie intégrante de notre quotidien. Et si la technologie participe à faciliter la vie, elle présente également des aspects qui pourraient nuire à l'existence. Comment outiller les acteurs de la justice à l'ère de l'intelligence artificielle pour moins d'erreurs judiciaires? La question était au cœur d'un colloque tenu à Abomey-Calavi. Le point avec Alain Sotoum. Outiller les acteurs de la justice à l'ère de l'intelligence artificielle, où les frontières du virtuel semblent se confondre au réel. C'est le défi que se lance l'école de formation des professions judiciaires d'Abomey-Calavi. Nos cibles, c'est les magistrats surtout. Vous voyez, c'est des gens qui, au titre de leur formation continue, viennent toujours à l'école pour accroître la connaissance. Et l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui notre thème principal du colloque, s'intègre également dans cette approche-là. On est quand même heureux d'utiliser cet outil-là technologique. Alors, puisque ça s'impose à nous aujourd'hui, nous avons le devoir de chercher à fouiller un peu, à mieux comprendre ce que cela signifie, à mieux comprendre comment nous devons l'utiliser de la meilleure manière possible, à mieux savoir où cela nous conduit. Un éventail de compétences réfléchit à des solutions innovantes pour une justice équitable et à visage humain dans un monde où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre quotidien. On va avoir une IA, une intelligence artificielle omniprésente dans notre vie quotidienne, dans nos réalités, à nos poignets et entre nos mains. Derrière cet émerveillement, il faut quand même dire que cette révolution comporte ou apporte des questions profondes. Nous avons construit des valeurs sociales. Et si nous prenons ces valeurs sociales, elles alimentent nos vies, elles alimentent nos conduites, elles alimentent nos comportements. L'intelligence artificielle va rassembler l'ensemble des données de nos comportements. Avec cette intelligence artificielle, comment nous assurons qu'elle n'amplifie pas les inégalités sociales ou qu'elle ne remette pas en cause les équilibres que nous avons construits. Les participants à ce colloque entendent apporter leur contribution pour la réduction des erreurs judiciaires dans un univers hyper connecté. 50e Assemblée générale de l'Association des ressortissants pour le développement de l'arrondissement de Basila. Une cérémonie officielle a marqué le démarrage des activités à l'école urbaine centre de Basila et 50 éditions consécutives. C'est une occasion de fête.
Le top des retrouvailles des filles et fils pour le développement de Basila est donné. 5 jours de réflexion commencent pour les congressistes qui célèbrent aussi 50 ans d'action. Aujourd'hui, nous célébrons les 50 ans d'une idée lumineuse, prise à l'unanimité et qui chaque jour nous démontre sa pertinence. 50 ans, c'est de la maturité. Les réalisations de ces 50 ans d'engagement citoyen sont d'ordre immatériel et matériel. Dans le lot des réalisations immatérielles, on peut se réjouir de la constance des retrouvailles qui ont permis de cultiver et d'entretenir des valeurs essentielles du vivre ensemble. Cela a favorisé une alternance démocratique paisible qui a vu défiler une dizaine de présidents. En 5 décennies, le bilan de l'ARDAPS au plan matériel est aussi encourageant. Les efforts ont été salués par la Fédération de la diaspora basiloise et les défis bien enregistrés. Nous devons travailler ensemble avec les autorités locales, les partenaires au développement. Cependant, il est important de souligner certains défis auxquels la diaspora est confrontée. L'un des problèmes majeurs réside dans la complexité des démarches administratives. Chers congressistes, je voudrais vous dire encore un grand merci pour votre amour, pour votre arrondissement. Nous sommes là pour accompagner toute initiative qui développe l'arrondissement de Basila Centre. Issa Ridouane, meilleur candidat au bac C de la commune, a été récompensé pour ses résultats scolaires. Il a reçu un ordinateur portatif offert par la Fédération de la diaspora basiloise qui œuvre pour l'excellence en milieu scolaire. Depuis quelques semaines, certaines communes organisent le TOFA. Et comment s'explique-t-il alors que désormais ces prévisions s'organisent lors des Vodou Days? Le ministre de la Culture donne ici des précisions. Il est au micro de Jérôme Humbo. Imaginons qu'à Ouida, on fasse le TOFA. Ouida a le droit de faire le TOFA. C'est valable pour Ouida. Si Kétou fait le TOFA, c'est valable pour Kétou. Si n'importe laquelle des 77 communes fait le TOFA, c'est valable pour ce territoire-là. C'est le premier responsable normalement qui demande. Donc généralement chez nous, c'est les rois qui demandent là où il y a des rois. Le Bénin n'est pas un royaume. Et j'ai expliqué l'année dernière que donc c'est celui qui préside à notre destinée qui peut demander cela pour le pays. Et l'année dernière, nous avons même blagué un peu, si vous vous souvenez, en disant que le propriétaire a repris sa chose. Plusieurs gens m'ont dit, oui, mais quelqu'un faisait ça avant. Je dis oui, mais aujourd'hui, le propriétaire a repris sa chose. Où est le problème? Et tous ceux qui faisaient avant sont associés. Et vous allez les voir associés. Donc nous faisons le TOFA pour tout le Bénin. Nous ne faisons pas le TOFA pour un territoire circonscrit à une commune, ou à un arrondissement, ou à un village, puisque vous pouvez le faire ainsi également. Donc ce qui est fait ici et là ne contredit pas ce qui va être fait lors des Vodou Days. Un acte de solidarité pour les orphelins et enfants vulnérables de la commune de Savalou. Acteur politique du parti UP Le Renouveau, de la 9e circonscription électorale, Valère Tchobo a fait don de sacs de riz et d'enveloppes financières aux plus démunis de sa localité. Un baume au cœur des enfants parfois oubliés à l'occasion des fêtes de fin d'année. Pierre Tadray aussi pour le reportage. Des sacs de riz, des bidons d'huile et des enveloppes financières, c'est le don remis à une centaine d'orphelins et enfants vulnérables recensés par le Centre de promotion sociale de Savalou. Il en est de même pour les meilleurs apprenants. Des actions de charité pour rappeler l'importance de l'entraide et du soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Ce que nous sommes venus partager avec ces enfants, c'est avec toute humilité. Comme c'est la fête, nous voulons partager un peu la nourriture, un peu du riz avec eux et tout ça là. Mais au-delà de ce que nous partageons pendant les fêtes, nous savons qu'il y a des familles, il y a des enfants qui sont dans des situations critiques. Il ne faudrait pas qu'à cause
de minimum que ces enfants, leur avenir soit hypothéqué. C'est ce que nous ne voulons pas. Si nous pouvons quelque chose, nous allons partager ça avec vous, les souffrances avec vous. La main qui donne, la main triomphante qui donne pour secourir les enfants, qui vous donne cette main, vous enfants. Le bienfait n'a jamais perdu du temps. Donc nous demandons à Dieu Tout-Puissant qu'il vous rend au centuple tous vos bienfaits. Mais en dehors de ces enfants, les élus, les conseillers communaux et les militants à la base de l'Union progressiste Le Renouveau de la 9e circonscription électorale ont eux aussi bénéficié de ce geste humanitaire. Vous pouvez avoir tout et ne pas vouloir faire le partage. Maintenant, j'ai beaucoup aimé cette manière de faire parce qu'il ne cesse de partager avec les camarades. C'est sans distinction de bord. Tout ceci se passe au sein de notre parti UP Le Renouveau. En tant que militants, que nos prières l'accompagnent. Nous devons rester mobilisés. Nous devons travailler surtout au niveau de la base, avec les cellules. Nous devons travailler pour maintenir le groupe. Le militant du parti Union progressiste de la 9e circonscription électorale, Valère Tchobo, n'est pas à son premier geste. C'est une tradition qu'il respecte chaque année pour améliorer les conditions de vie des enfants les plus fragiles. Clap de fin pour l'édition 2024 de Miss Littérature, le concours qui promeut la beauté intellectuelle de la jeune fille. 10 finalistes ont compéti dans la soirée du samedi 28 décembre dernier et la cérémonie a mobilisé autorités à divers niveaux, curieux, amoureux du livre. Et le compte rendu, c'est avec Jennifer Sativi. C'est une ode à la beauté intellectuelle, celle de la femme qui repose sur l'amour du livre. 10 jeunes femmes au profil varié se disputent la couronne. Ces finalistes du concours Miss Littérature 2024 rivalisent d'ingéniosité pour toucher le Graal. À Miss Littérature, nous avons choisi de mettre en lumière la beauté intelligente. Parce que nous le savons, la beauté est relative. Nous nous attelons à cela depuis plus de 8 ans. La graine a été semée au Bénin. Je constate qu'elle a poussé, elle a grandi. Elle devient désormais un grand arbre sur lequel beaucoup d'autres pays viennent se réfugier. Parade, présentation, questions-réponses et compte-rendu littéraire. Le roman La malice d'Alice de l'auteur béninois Wadaï Eric Towinji est l'ouvrage soumis à l'étude de ses candidates. Il eut une relation intime avec Alice qui donne naissance à une fille. Après une rude compétition, c'est Salomé Hwenanfa Koubla qui est sacrée Miss Littérature 2024. Ça s'est joué à quelques petits points, à quelques 1 ou 2 points. Et nous pouvons être sûrs que la relève de la littérature béninoise au Bénin est vraiment assurée. La couronne que je porte est désormais un grand devoir auquel je dois répondre, promouvoir la littérature et vraiment je suis honorée, je suis émue parce que toutes les filles ont mérité, c'était vraiment une bataille. L'édition 2024 du concours Miss Littérature qui s'étend aujourd'hui à 12 pays africains avait pour thème « Faire de la littérature à l'ère de l'intelligence artificielle ». La convention de l'Église évangélique Le Peuple Acquis a duré 6 jours. En apothéose, ils ont organisé un moment festif pour rendre grâce à Dieu à Godomé. 6 jours de prière, d'enseignement et d'adoration que nous raconte Gloria Oni. Plusieurs activités spirituelles ont marqué le dernier jour de convention de l'Église évangélique Le Peuple Acquis. Agbadja, Toba, Akohou sont quelques rythmes exécutés lors du rassemblement des fidèles. Ils sont au total 11 groupements de l'Association des femmes acquises pour Christ AFAC à avoir presté. Une convention, c'est de faire en sorte que les fidèles se rapprochent davantage de Dieu. Vous savez que lorsque on ne vous parle pas régulièrement de quelque chose, il vous serait très difficile de pouvoir garder le fil que la personne t'a tracé, la direction que la personne t'a tracée. Donc, nous appelons souvent le peuple de Dieu à se réunir devant le Seigneur pendant ces moments pour qu'il se rapproche davantage de Dieu. C'est un moment de reconnaissance envers le Tout-Puissant.
C'est aussi l'occasion de renouveler leur engagement envers Dieu dans un esprit de gratitude et de louange. Nous nous réunissons et nous réjouissons dans la présence de notre Seigneur, le Seigneur qui nous a gardés pendant 1 an, 12 mois, ce n'est pas par notre force. Les fidèles de l'église évangélique, le peuple acquis, confessent la souveraineté de Dieu et sont donc appelés à vivre chaque moment avec joie et espérance. Je demanderai à ceux-là et à qui le Seigneur a donné la grâce d'être ici, qu'une fois rentrés chez eux, de bien vouloir partager le message qu'ils ont reçu ici, tous les biens que le Seigneur leur a fait ici au cours de ces 5 jours, dans cette ambiance, dans cet amour dans lequel nous sommes restés, qu'ils partagent ça avec ceux-là qui ne sont pas venus ici. Ils ont pour finir prié pour la culture de la paix au Bénin. Voyons cette activité sportive qui mobilise la jeunesse de Parakou et environ, surtout celle attachée à la tradition. La pratique est souvent soldée par quelques gibiers. Il s'agit de la chasse en battue dont le lancement a été fait le samedi 28 décembre dernier vers le village de Gounet en présence de Damasounon ou chef des chasseurs en battue de Parakou. Une nouvelle saison de chasse en battue s'ouvre à la suite de ce rituel, observé par ces gardiens de la tradition. Le premier jour de la chasse, c'est pour un sacrifice, pour les têtes couronnées et les autorités. Vous voyez, ce n'est pas facile. L'année passée, nous sommes venus ici, ça n'a pas marché, tout le monde était découragé. Voilà, cette année, on souhaiterait, on prie le Tout-Puissant, on n'a qu'à avoir les bonnes volontés qui vont sortir pour faire la donation. Sans notre organisation, aujourd'hui, là nous sommes aujourd'hui, notre culture déjà disparu. Et ce n'est pas pour rentrer en brousse pour causer le dégât. Nous ne sommes pas déjà. Chaque année, il ne fait qu'organiser la chasse à la battue. Vraiment, nous, la jeunesse, nous nous remercions infiniment par rapport à tout ce qu'il est en train de faire pour la jeunesse, surtout ici à Parakou et dans tout le Bénin. Avec l'amitié et ensemble, on sait qu'on va rentrer en riant et sortir aussi en riant. Ce n'est pas la première fois. On vient comme ça, Sa Majesté aussi, ils viennent là-bas et nous allons donner la salutation au chef de l'État et son gouvernement parce que grâce à eux, ils nous ont donné la paix de bien pratiquer la chasse comme il le faut. Au bout de 3 heures de chasse en battue, même si les gibiers n'étaient pas nombreux au rendez-vous, l'activité sportive que constitue cette pratique en milieu bâtonnou reste prisée. Ça s'est passé bien, vraiment. On n'a pas beaucoup gagné comme ça, mais on a trouvé des lapins. La brousse n'a pas donné ce qu'il faut, mais quand même on a trouvé un peu de conditions, puisqu'on va bien dormir aujourd'hui et bien se réveiller demain. On souhaite que demain soit bien plus qu'aujourd'hui. Et ça fait partie du sport aussi. Donc nous sommes entrés et nous sommes sortis sains et saufs. Voilà d'abord ce qui est essentiel. Tout en perpétuant cette tradition avec leurs canidés, ces chasseurs en battue se réclament également protecteurs de la nature en coproduisant la sécurité avec les forestiers. Restons un moment à Parakou pour vivre la première édition de Koburu Horse Racing, une initiation à l'équitation, une compétition de course hippique ainsi que la danse des chevaux étaient au menu de cette première édition qui a connu la participation de 40 chevaux. Ikilou Gounousséo. L'association culturelle et sportive Bénin Massobou dans l'inédit. La première édition de Koburu Horse Racing est en marche. L'association veut clôturer l'année 2024 avec cette activité qui est dans le coffret du projet Koburu Horse Racing, qui est une activité de course hippique, de danse de chevaux et d'initiation à l'équitation. C'est aussi une occasion pour les participants de découvrir le cheval, un animal formidable, et de se lancer dans un sport riche en émotions. Donc tu prends ton pied, c'est ça? Vas-y, non, d'accord. Attends, tu vas être pressé. D'accord? Il faut finir pour voir d'abord. Comme prévu à l'agenda de Koburu Horse Racing, la course hippique, une course qui réunit environ 40 chevaux. Sur cet hippodrome de circonstances, le spectacle est à son comble. Sur leurs chevaux, les jokers s'affrontent en plusieurs phases. Nous avons eu 6 finalistes
qui sont allés sur une distance de 800 mètres. L'autre temps fort de cette première édition de Koburu Horse Racing reste cette compétition de danse des chevaux. Un spectacle équestre de haute voltige qui émerveille petits et grands. C'est notre environnement, ça nous. C'est l'environnement dans lequel on a été élevé dès l'âge de 6 ans. Donc on retrouve la vieille ambiance. C'est l'occasion plus que jamais de lancer encore un plaidoyer à l'endroit de la mairie de Parakou et à l'endroit du gouvernement pour la réalisation des infrastructures et caisses. Parce que notre ambition, c'est d'aller à une fédération béninoise des sports et caisses. Don de matériel de football à 50 collèges d'enseignement général sélectionnés dans les 12 départements du Bénin. C'est l'œuvre de la Fédération béninoise de football et ceci entre dans le cadre du programme dénommé Football for Schools de la FIFA. La remise des équipements a eu lieu au siège de la Fédération béninoise de football à Porto-Novo. Remise de matériel de foot à 50 collèges d'enseignement général sélectionnés sur l'étendue du territoire national. Les lots sont constitués de cartons de ballons, de chasubles, de plots et de pompes pour gonfler les balles. C'est au siège de la Fédération béninoise de football à Porto-Novo. Je suis très ravie que mon établissement soit choisi. Ça va permettre à nos jeunes apprenants de jouer au football. Nous avons reçu un lot très important de matériel et nous promettons à la Fédération béninoise de football que nous ferons un bon usage. Vraiment, nous sommes très contents. On remercie le gouvernement, on remercie la FIFA, on remercie la Fédération béninoise de football pour cette initiative. Et nous espérons que à la fin, les résultats seront atteints. Et nous allons tout faire pour que sur le terrain, qu'on puisse mettre en œuvre les objectifs de ce programme. Les collèges d'enseignement général bénéficiaires sont choisis au titre de la phase pilote de cette remise de matériel. Ce n'est pas forcément sur mérite, mais on se devrait d'exécuter ce programme. Nous nous sommes dit, il faut que ça soit véritablement représentatif. Il faut que ça couvre le territoire national. C'est ainsi que, à la volée, nous avons choisi les 50 collèges. D'autres collèges qui ne sont pas encore choisis auront leur tour. Un don d'équipement qui s'inscrit dans le cadre du programme Football for Schools de la FIFA. Par cette initiative, l'instance mondiale du foot entend véhiculer des valeurs sportives telles que le fair play et surtout l'éducation par le football. Il y a des pays qui ont témoigné de l'impact que ce projet a eu. Je vais citer le Burkina Faso. Les Nigérians ont témoigné que Michael Obi est un produit du projet Football for Schools. Le Ghana a aussi donné une génération de footballeurs qui n'ont pas démérité. Je voudrais souhaiter que ce projet qui s'installe dans mon pays puisse nous sortir également des générations de grands footballeurs. Des générations de grands footballeurs qui vont sortir à coup sûr de cette académie d'Acro-Misérité. Le centre a servi de cadre au plateau technique à l'endroit des encadreurs sportifs des 50 collèges équipés. Blaise Adamko nous amène à présent faire le tour de l'actualité internationale. En Guinée, la transition militaire entamée le 5 septembre 2021 avec le renversement d'Alpha Condé devrait théoriquement prendre fin ce 31 décembre 2024 selon un accord conclu entre les militaires du CNRD au pouvoir et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Cet accord visait à établir un calendrier pour la fin de la transition et le retour à un gouvernement civil. Toutefois, 3 ans après la prise du pouvoir par les militaires, aucun calendrier électoral n'est disponible. Face au silence des autorités, les forces vives politiques prennent la parole et exhortent le Comité national du Rassemblement pour le développement à respecter les engagements pris dès le début de la transition. Au Kenya, des centaines de personnes se sont rassemblées pour dénoncer l'enlèvement de jeunes opposants au gouvernement.
Elle réclame la fin de ces pratiques qu'elle juge inadmissibles, exigeant la libération immédiate des personnes portées disparues. De son côté, la Commission kenyane des droits de l'homme alerte sur une hausse inquiétante des disparitions. 82 cas recensés depuis juin. Certains y voient un retour aux heures sombres de l'histoire du Kenya lorsque l'opposition était confrontée à des enlèvements et à des actes de torture systématiques. Auckland, en Nouvelle-Zélande, est devenue la première grande villa à accueillir 2025, alors que des milliers de fêtards ont compté les dernières secondes avant l'arrivée de la nouvelle année et ont assisté à un spectacle de feux d'artifice lancé depuis la plus haute structure du pays, la Sky Tower. Les pays du Pacifique sont les premiers à fêter le nouvel an. En Nouvelle-Zélande, le coup de minuit sonne 18 h avant de lâcher de la boule à Times Square à Newark. À quelques heures du passage à la nouvelle année, les grandes métropoles peaufinent leurs préparatifs. Entre spectacles de lumière, concerts et rassemblements populaires, chaque ville se prépare à accueillir 2025 dans une ambiance festive, reflétant ses traditions locales et sa culture. Chaque année à New York, ce sont plus d'1 million de personnes qui se réunissent pour célébrer le réveillon du Nouvel An sur le Times Square. La ville de Nyuyang, dans le centre de la Chine, surnommée la ville natale des feux d'artifice, a organisé une édition spéciale de son spectacle de feux d'artifice pour célébrer le Nouvel An. Et c'est tout pour ce 13h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite encore une très bonne et heureuse année 2025.